Résilience par-ci, résilience par-là. Résilience, c'est un peu l'arlésienne de certains, enfin, de discours politiques et psychologiques, mais la résilience, on en parle, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. On en parle aussi dans le domaine de la résilience urbaine, et vous allez, Arnaud Réau, nous éclairer sur ce concept un peu utilisé par tous et pour tout. Donc vous êtes architecte. Pour vous, la thématique de la résilience urbaine est importante parce que vous avez dans votre réflexion une transversale environnementale très forte. C'est une des données essentielles des projets architecturaux et urbains aujourd'hui, bien sûr. Donc, vous êtes fondateur de l'agence Nomos, vice-président du conseil régional de l'Ordre des architectes de PACA. Vous êtes aussi enseignant et en particulier expert sur ces thématiques de risque d'inondation. En quoi la notion de résilience a une pertinence dans le domaine spécifique de l'urbanisme et de l'architecture ? Alors Emmanuel, bonjour et merci pour l'invitation. Déjà, je tenais à remercier Le Point d'organiser des événements aussi qualitatifs que celui-là dans un territoire comme le nôtre, à Nice, dans le sens où on est, Christian Estrosi l'a rappelé ce matin, dans un territoire qui est à la fois merveilleux et très complexe, puisque nous sommes une montagne qui s'échoue dans la mer, et donc avec un bassin de vie, un bassin d'emploi, une économie, une vision qui est liée à la fois à un tourisme et une renommée aussi mondiale qui est extrêmement importante, et qui nous crée justement de cette beauté, extrêmement de complexité, qui font que ce genre de débats sont nécessaires. Surtout qu'on a, en tout cas pour les architectes, on a la malchance, entre guillemets, d'être la 5e ville de France sans école d'architecture, donc ce genre de moment est encore plus important pour nous au quotidien. Donc pour ça, merci. Merci aussi à vous d'être présents et de prendre du temps pour échanger, parce que c'est justement ce genre de temps d'échange qui nous permet de co-construire ensemble une vision sur ce que peut être le futur du territoire. Et c'est vrai que la thématique de la résilience, alors qu'on aborde à l'agence, puisque je suis là aujourd'hui avec 2 casquettes, donc architecte urbaniste à Nice et en même temps un engagement politique au sein du conseil régional de l'Ordre des architectes de PACA. On essaie de l'aborder effectivement à la fois au sein de la pratique de l'agence et aussi en approche un peu plus politique, parce qu'elle nous semble évidemment hyper intéressante dans le contexte que l'on vit aujourd'hui. Et c'est une des notions en tout cas qu'il faut défendre et essayer de mettre en avant. Alors, on en parle beaucoup, vous venez de le dire. C'est vrai que c'est devenu un peu une sorte d'effet de mode. On a connu, enfin, quand j'ai commencé à travailler il y a une vingtaine d'années, il y avait effectivement ce dont on a parlé ce matin, la mode du HQE. Ensuite, il y a eu la démarche environnementale. Aujourd'hui, on parle beaucoup de résilience. Ce sont des espèces de cycles sur lesquels à la fois les praticiens et les politiques arrivent à s'accrocher sur certains concepts qui ressortent avec plus ou moins une bonne compréhension justement de ce dont on parle. La résilience, c'est positif sur le... Enfin, c'est un processus. C'est un processus très positif, enfin, on l'espère en tout cas pour la suite. C'est au point le point de départ de la notion de résilience vient pas forcément d'ailleurs de système urbain. Il y a la résilience psychologique, la résilience de système géopolitique, la résilience informatique. Moi, je vais parler de la résilience urbaine parce que ce sont les compétences que j'ai en tant qu'architecte urbaniste. Mais c'est effectivement quelque chose qui a avant tout une approche presque d'ordre sécuritaire, dans le sens où c'est la capacité ou non pour un système, quel que soit le système, de pouvoir encaisser un choc et de revenir à peu près à l'état initial où il était avant d'avoir pris ce choc. Donc c'est comment on amène une structure de pensée sur l'évolution d'un système. Alors ce qui m'intéresse moi, c'est les systèmes urbains et territoriaux. Comment on va les travailler pour essayer de les améliorer, pour encaisser des chocs qui vont pouvoir plus ou moins revenir à l'état initial. Et donc c'est en ça que c'est quelque chose qui devient de plus en plus récurrent, face évidemment à ce dont on a parlé aussi en grande partie ce matin et en début d'après-midi, et dont David d'ailleurs précédemment a présenté déjà certains contours du sujet, c'est les transformations des bouleversements climatiques qui nous impactent de plus en plus et qui font qu'on est obligé aujourd'hui de réfléchir à ces concepts-là. Donc là, le choc, c'est les inondations, par exemple, et c'est une de
de vos spécialités. Est-ce que dans votre esprit, la résilience va au-delà de l'absorption du choc? Est-ce que c'est aussi la définition là, de nouveaux modèles et c'est même aller plus loin que revenir à l'état initial peut-être? Alors, c'est vrai que la résilience, c'est quelque chose qui arrive après une vision qu'on a eue jusqu'ici dans la construction du territoire, qui était la gestion de crise. C'est-à-dire qu'on était dans un principe de construction du territoire où l'aménagement du territoire a été un outil pour essayer de dire aux populations on va structurer le territoire pour vous mettre en protection. C'est l'aménagement, l'État qui va structurer le territoire avec les infrastructures pour mettre en protection les populations qui habitent sur ce territoire. On a effectivement un double phénomène, c'est donc le premier qui est de l'ordre démographique. On n'a jamais été autant sur les territoires sur lesquels on habite. C'est un phénomène qui est construit depuis évidemment plusieurs siècles, mais qui s'est accentué sur les 100 dernières années, et qui font qu'aujourd'hui, on se retrouve sur des territoires qui sont en partie saturés d'habitation, d'activités, d'usages, et qui font qu'aujourd'hui, face à certains dérèglements climatiques, on doit évidemment transformer ces espaces qui se font de plus en plus attaquer face à des changements, surtout par rapport à la thématique de l'eau, qui sont de plus en plus virulents. Donc effectivement, on a une emprise de l'élément naturel qui vient nous rappeler de temps en temps « Coucou, je suis là, j'ai besoin de tant d'espace ou je vais en avoir besoin de plus en plus ». Et donc, on avait jusqu'ici un principe d'aménagement qui a été beaucoup réalisé à partir de modélisation, qui prenait comme base des événements climatiques précédents, sur lesquels on venait en faire une sorte de nouveau gradient, en se disant il s'est passé tel événement, ça devient la cote de référence sur lequel on doit construire tous nos aménagements de mise en protection. Et le changement de pensée que l'on a aujourd'hui, c'est de comprendre que les événements climatiques sont tels, on le voit dans les derniers mois, ne serait-ce qu'en Allemagne et en Belgique, et l'année dernière, puisque ça fait un an ici pour nous dans les Alpes-Maritimes avec la tempête Alex, que les événements sont tellement importants et peu calibrables dans le temps, que chaque aménagement en fait, ne peut plus être sur cette idée d'une cote de référence qui ne sera indépassable, mais qu'on doit peut-être changer de modèle. Et donc c'est en ça que la thématique de résilience arrive un peu en termes de concept urbain, toujours dans cette approche sécuritaire, mais dans un changement de paradigme qui est de se dire qu'effectivement on ne peut plus forcément se baser que sur de la modélisation qui va tenter de prévoir quelque chose qui ne l'est plus. La tempête Alex a changé votre conception et la conception urbanistique d'un certain nombre de vos collègues et aussi des collectivités, des secours, des autorités publiques de manière générale? La tempête Alex a été, sur ce territoire, en tout cas, un choc, je pense, pour tout le monde. On s'attendait... Alors, il y a eu énormément de systèmes qui ont été mis en place pour prévenir les populations d'un événement extrêmement, extrêmement fort, extrêmement violent, qui a d'ailleurs très bien fonctionné. Il y a eu effectivement un changement de point de vue, à la fois de la part des professionnels de l'aménagement, à la fois aussi de la part des services de l'État, je crois, sur la façon dont on aménage le territoire, en tout cas dans les derniers échanges qu'on a eus avec eux. Et c'est vrai que la tempête Alex, c'est justement la démonstration d'un système qui ne pourra pas revenir en arrière parce qu'il y a eu un moment de rupture. Donc on est dans une sorte d'obligation d'inventer une nouvelle narration de ces territoires parce que justement certaines infrastructures ont disparu et les terrains sur lesquels étaient ces infrastructures ne sont plus existants. Donc du coup on est obligé de concevoir des territoires qui sont différents. Pour ne rien vous cacher, c'était il y a un an, on est toujours dans cet état de choc, c'est-à-dire qu'on est sur des échelles de temps et d'aménagement qui vont être de 15-20 ans pour retrouver réellement un fonctionnement optimal, on va dire, de ces territoires. Et donc aujourd'hui, effectivement, on se pose la question de comment on amène une approche résiliente qui fait que si un autre événement comme celui-ci devait se reproduire, on serait en capacité de ne plus se retrouver avec des situations de blocage qui font qu'on n'a plus aucun réseau d'infrastructure, on n'a plus les éléments structurants qui sont les services de secours, les services de soins, et qui font qu'on arrive à avoir ce qu'on appelle un mode dégradé pour pouvoir encaisser le choc et après revenir tranquillement à la situation initiale. Donc c'est un vrai changement de façon de faire.
En fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que de toute façon, plus rien ne sera jamais comme avant et que maintenant, en fait, il faut se préparer à une succession de chocs climatiques qui vont avoir des effets sur la ville, sur l'aménagement de manière générale. C'est ça, en fait, je crois qu'on a tous un double travail à faire, surtout sur les territoires comme le nôtre, dans les Alpes-Maritimes. On est confronté à cette géographie qui est là, qui fait la beauté de ce territoire, sur lequel on a le socle de nos activités, et la renommée aussi de ce territoire. Et on est aujourd'hui à une sorte de moment de l'histoire de l'urbanisme et de l'architecture, dans un moment où on doit se re-questionner sur la façon dont on produit les choses que l'on va construire sur le territoire. Et donc effectivement, ça oblige deux façons de faire, c'est-à-dire il y a ce qui va être de l'ordre du construit, du spatialisé. Pour l'exemple, on a travaillé donc, avec Nice Éco-Vallée, Sarah Bellier qui est là et Monsieur Pradal qui fera la clôture de la journée aujourd'hui, nous ont permis de travailler avec eux sur une approche de réduction de la vulnérabilité de la plaine du Var, sur lequel on a décliné un travail multiscalaire qui part effectivement de la mise en place d'une compréhension à la fois pour les aménageurs mais aussi pour les habitants et les usagers, du fait qu'on se retrouve dans un système géographique à large échelle. Et donc, en tant qu'habitant, que ce soit l'échelle d'un habitat individuel sur lequel on va faire des aménagements, une extension, une transformation, une imperméabilisation du sol, a forcément un impact sur la grande échelle du cycle de l'eau. David précédemment parlait du bassin versant. Et c'est exactement ça, c'est la façon dont finalement on s'inscrit dans une histoire géographique à la propre échelle de son habitat. Et après, on décline les échelles. Il y a l'échelle effectivement d'espace public. Le politique a un positionnement à créer, à développer dans l'espace public qui fasse qu'on réinscrive cette histoire de l'eau dans le territoire, qu'on la montre, qu'on la fasse ressentir et que justement au quotidien et en pratique, que les usagers, les habitants ressentent cette eau et comprennent qu'ils sont sur un territoire qui a possiblement une ressource qui peut se réveiller à tout moment. Il y a l'échelle de l'aménagement avec les aménageurs et les opérations immobilières, sur lequel, par exemple, en travaillant encore une fois avec l'EPA et François Leclerc sur le quartier du Grand Arenas, on fait que chaque bâtiment devient réceptacle d'une capacité d'eau, que chaque toiture, chaque cœur d'îlot en fait devient une sorte d'élément éponge qui va retenir pour éviter que les points bas soient surchargés. Et après, il y a l'échelle de la position territoriale et politique sur lesquelles effectivement on a un travail à la fois pour le politique mais aussi pour les architectes de se former et de mettre en place certains outils qui vont nous permettre, en cas de crise, d'être en capacité de réagir assez rapidement et d'avoir les outils qui nous permettent à la fois de répondre à la crise, mais aussi de mettre en place certains outils pour la suite. Et donc, par exemple, au sein du Conseil régional de l'Ordre des architectes, c'est quelque chose que l'on fait en ce moment. On construit là une formation pour les architectes d'une 60aine de personnes qui vont être formées spécifiquement en région PACA pour la gestion de crise et ce qu'on appelle l'architecture d'urgence. On fait ça en lien avec une fondation qui s'appelle la Fondation des architectes de l'urgence, pour justement avoir une sorte de groupe d'intervention régionale qui soit en capacité de réagir en cas de prochaine crise climatique comme celle de la tempête Alex. Donc ça nous demande effectivement une capacité à la fois de préparer nos territoires de manière vraiment structurante, structurée, et de nous préparer, nous, en tant que capacité aussi à intégrer cette façon de voir la façon dont on aménage le territoire. Est-ce que ça veut dire qu'au niveau national, de ce fait, vous avez aussi peut-être un temps d'avance à partager avec d'autres architectes et d'autres élus locaux pour avancer sur cette question de la résilience et de la gestion d'événements climatiques majeurs ? Alors je ne sais pas si on a un temps d'avance, en tout cas on travaille dessus. On travaille dessus avec les élus, en tout cas localement ici. On discute avec l'ordre national sur ces sujets pour effectivement essayer peut-être que le modèle que l'on essaie de mettre en place en région PACA puisse se reproduire dans d'autres régions. En tout cas, on a envie d'être un peu cette première cellule régionale avec la Fondation des architectes de l'urgence à préparer justement les architectes à être prêts à ces notions de résilience et à ces gestions de crise.
Après, effectivement, c'est un échange entre le milieu professionnel de l'aménagement et les politiques autour d'une vision partagée et concertée de ce que doit être la ville et le territoire de demain au regard de ces changements climatiques. Et c'est en ça que ça nous impose presque une sorte de notion d'humilité face aux aménagements que l'on souhaite faire. Ça nous impose une vision qui doit intégrer les milieux naturels sur lesquels nous sommes installés et de partir peut-être même de ces éléments naturels comme base structurante à la fois de nos documents d'urbanisme, c'est-à-dire c'est aussi se poser la question de la façon dont on a structuré pendant très très longtemps les espaces urbanisés à partir du réseau viaire, de la façon dont on se déplace, et qu'aujourd'hui, très certainement, on est dans une nécessité de devoir entremêler à la fois le réseau viaire et le réseau des milieux naturels sur lesquels on est, en leur laissant la place et en essayant de jouer justement pour avoir une perméabilité de l'un à l'autre. Donc c'est une sorte de respect ou d'attention différente à la nature et l'environnement. Est-ce que vous pouvez revenir sur, peut-être pour finir, vous avez parlé d'habitat et d'éponge. Est-ce que vous pouvez détailler ce projet ? Alors, la notion d'urbanisme éponge, il est assez récent, mais il est de plus en plus développé. En fait, c'est se dire que une des problématiques que l'on a, surtout avec le risque d'inondation, c'est l'accélération de l'eau qui va dans les points bas, qui vont surcharger les cours d'eau. Et donc, c'est dans ces moments-là qu'on va avoir soit des débordements, soit des inondations liées au ruissellement urbain. Et donc, c'est cette idée que chaque petit projet ou grand projet dans le territoire doit avoir une capacité d'infiltration ou de retenue d'eau dans ce grand schéma général. C'est-à-dire que jusqu'ici, ce qu'on appelle les eaux pluviales étaient pensées pour être redirigées assez rapidement dans les réseaux de pluviales pour les ramener rapidement vers les points bas que sont les cours d'eau. Et aujourd'hui, ce que l'on se dit, c'est que pour justement réduire la vulnérabilité de ces territoires et donc les rendre plus résilients, il faut que chaque projet participe à une rétention de ces surfaces d'eau pour éviter que tout surcharge les points bas et donc créer les inondations. Et donc c'est en ça que ça crée une sorte de vision assez positive et optimiste qui s'appuie sur le paysage. Et ça, c'est en ça que c'est une vision très pluridisciplinaire et que les architectes doivent aussi s'appuyer sur les paysagistes pour créer un paysage lié à une localité, la nôtre étant la Méditerranée, pour justement avoir ces capacités de rétention et d'infiltration. Et vous qui êtes enseignant également, quelles sont aujourd'hui, selon vous, les perceptions qu'ont les jeunes générations de ces enjeux ? De la détermination, de la colère peut-être aussi ? Alors, j'enseigne dans le lycée horticole d'Antibes, dans une prépa de paysage. Donc, j'ai la chance, entre guillemets, d'avoir déjà des étudiants qui sont déjà sur la question de paysage et qui ont une envie, en tout cas, d'être dans cette approche plus environnementale et plus en lien avec le territoire, donc presque écologique, en tout cas, ils sont en train de se construire une approche écologique. Ils sont dans cette attente-là, ça c'est évident. À voir maintenant comment ils vont réussir, eux, à imprégner leur pratique future de ces éléments-là et des concepts aussi qu'ils arriveront à créer, puisque ça sera une nouvelle génération qui arrivera, qui aura elle-même ses points de contradiction et ses points d'invention. Et en tout cas, ce sont des points sur lesquels, dès les premières années, on le voit aussi en école d'architecture, on a une génération qui est attentive à ces points-là et qui est très demandeuse, en tout cas, d'une évolution. Merci beaucoup, Arnaud Hérault. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Bienvenue dans la ville pas chiante, c'est la séquence suivante. Alors la ville pas chiante, le point se met au vocabulaire grossier, mais vous allez voir peut-être pourquoi. C'est-à-dire en fait la ville facile à vivre, mais aussi ambitieuse et joyeuse, celle finalement où tout simplement on se sent bien, et celle que nous allons évoquer avec Ariela Masboungi, qui est interviewée par le directeur du Point, Étienne Gerdel, d'ici quelques minutes.